1935. Sur un plateau du sud de l'Ardèche, il y a un trou. Les habitants ne s'en approchent pas. Ils ne lui connaissent qu'un seul usage, y jeter les bêtes mortes. Personne n'y est jamais descendu. Personne ne sait ce qu'il y a en bas. Le 19 août, 5 hommes déroulent une échelle de corde au-dessus du vide. 50 mètres plus bas, leur lampe éclaire l'une des plus grandes cavernes d'Europe. Un monde que l'obscurité gardait depuis des millions d'années. Mais avant de parler de ce qui se cache sous ce plateau, il faut comprendre le plateau lui-même. Il y a environ 125 millions d'années, l'Ardèche du Sud n'existe pas. À sa place, une mer chaude et peu profonde, posée sur la marge d'un océan aujourd'hui disparu, la Thétis. Dans cette eau limpide, des coquillages étranges, en forme de cornes, bâtissent des récifs entiers. Génération après génération, leurs coquilles s'accumulent, se compactent, se ciment. Le résultat, environ 300 mètres de calcaire massif et pur, le calcaire urgonien. Les falaises claires, les gorges, la garrigue sèche, tout le décor du sud ardéchois est fait de cette ancienne mer. Et ce calcaire a une propriété décisive, il résiste au choc. Mais l'eau, chargée en gaz carbonique, le dissout lentement, comme du sucre. Il ne manque plus qu'une chose, une raison pour l'eau de creuser. Cette raison arrive il y a environ 6 millions d'années, et c'est l'un des événements les plus violents de l'histoire de la Méditerranée. Le détroit de Gibraltar se referme, coupé de l'océan, la mer s'évapore presque entièrement. Son niveau s'effondre de plus de 1000 mètres. Les géologues appellent cela la crise de salinité messinienne. Pour les rivières, le signal est brutal. Leur point d'arrivée vient de tomber dans un gouffre. Alors elles creusent furieusement. Le Rhône taille un canyon vertigineux. L'Ardèche s'enfonce dans ses gorges. Et sous le plateau, l'eau souterraine fait la même chose, à la verticale. Elle plonge à travers les fissures du calcaire vers des sorties situées des centaines de mètres plus bas et perce, dans le noir absolu, les premières galeries d'un labyrinthe. Puis la mer revient, et c'est là que l'histoire devient étrange. Quand la Méditerranée se remplit à nouveau, les vallées noyées refoulent l'eau dans les profondeurs du massif. Les galeries se retrouvent engorgées, saturées, remplies d'argile. Et il se produit alors une chose contre-intuitive. Le sédiment protège le sol des galeries, mais l'eau, elle, continue d'attaquer les plafonds. Elle les dissout, les fait remonter, mètre après mètre, sur des centaines de milliers d'années. Autrement dit, cette grotte ne s'est pas creusée vers le bas, elle s'est creusée vers le haut. C'est ce mécanisme que les spécialistes appellent le creusement paragénétique, qui explique les volumes démesurés d'Orniac. Ces salles hautes comme des cathédrales, impossibles à creuser par une simple rivière. La preuve est encore inscrite dans la roche, tout au fond du réseau, des banquettes horizontales marquent, comme des lignes de marée, les anciens niveaux de ce lent voyage vertical. Il ne reste qu'un problème, ce monde n'a aucune porte. Pendant des millions d'années, la caverne est parfaitement scellée, aucune entrée, aucune lumière, rien. Puis, très récemment à l'échelle géologique, le plafond cède en un point, un puits naturel s'ouvre vers le ciel. 50 mètres de vide. Dans la région, on appelle ça un aven. Par cette bouche, tout ce qui tombe s'accumule. Des pierres, de la terre, des animaux. Un immense cône de débris grandit sous l'ouverture. Il est toujours là, comme une montagne intérieure. Et dans ce cône, les fouilles ont retrouvé autre chose, des tessons de poterie et des ossements humains. Des chutes accidentelles, peut-être, des crimes, ou des morts que l'on préférait faire disparaître. Les gens du plateau, eux, l'appellent l'aven du Bertras. Ils n'en parlent pas volontiers. Ils s'en servent pour une seule chose, y jeter les bêtes mortes, jusqu'à l'été 1935. Cet été-là, un spéléologue déjà célèbre installe son campement dans la région, Robert de Joly. Il interroge les habitants. Existe-t-il des cavités dans le secteur ? On finit par le conduire à l'ouverture béante. Le 19 août, il déroule ses échelles souples au-dessus du vide. Avec lui, le photographe Latour, un jeune prêtre passionné de préhistoire, l'abbé Glory, et 2 compagnons, Petit et Chagnard. 50 mètres de descente, à la lueur des lampes à acétylène. En bas, leurs faisceaux se perdent. Les plafonds sont trop hauts, les salles trop vastes. Ils avancent de découverte en découverte, descendent encore, atteignent des salles rouges à 120 mètres sous la surface. L'exploration durera 10 heures. Le soir même, de Joly fait signer un procès-verbal à 3 conseillers municipaux et écrit au maire une lettre restée célèbre. Ce gouffre, dit-il en substance, dépasse tout ce que la France connaît. Le trou à bêtes mortes était une cathédrale. Robert de Joly n'est pas un aventurier ordinaire, c'est un ingénieur, l'inventeur des échelles légères en câbles d'acier qui équiperont les spéléologues du monde entier pendant un demi-siècle, le fondateur d'écoles, de clubs, de méthodes, l'homme qui a transformé l'exploration souterraine en discipline.
Mais à Orniac, quelque chose bascule chez lui. Ce gouffre devient son œuvre, son affaire personnelle, presque sa maison. Il le dira lui-même et il le prouvera. À sa mort, selon ses dernières volontés, son cœur est placé dans une urne. Et l'urne est déposée dans la grotte, au pied d'un grand orgue de calcite. Il y est toujours. Et aujourd'hui, suspendu dans le puits d'entrée, exactement là où l'échelle de corde s'est déroulée, un mannequin rejoue pour toujours la descente du 19 août 1935. Ce qui se passe ensuite est presque aussi étonnant que la découverte. Orniac est alors un village de quelques centaines d'habitants, sans richesse particulière. Et pourtant, dès février 1936, son conseil municipal prend une décision audacieuse. Le village exploitera le gouffre lui-même. Il vote un premier crédit, 1200 francs. En 1938, les travaux commencent. Un tunnel d'une centaine de mètres percé dans la roche, un sentier, l'électricité. Le 11 juillet 1939, l'Aven ouvre au public, avec de Joly comme directeur. L'année suivante, le village scelle son destin par décret. Orniac devient officiellement Orniac-l'Aven. Le trou maudit est entré dans le nom même de la commune. Puis tout s'accélère, les salles profondes ouvertes au public dans les années 50, l'ascenseur creusé en 1965. Le trou à bête morte est devenu le trésor du village. Voici ce que découvrent les visiteurs, hier comme aujourd'hui. La première salle porte le nom du découvreur. 250 mètres de long, 125 de large, un hectare entier caché sous le plateau, et par endroits 40 mètres de plafond. Au centre, le grand cône d'éboulis, la montagne intérieure. À son sommet tombe la seule lumière naturelle que cette grotte ait jamais connue. Un puits de jour bleuté, presque irréel, qui fait même pousser un peu de verdure à 100 mètres sous la garrigue. Tout autour, dans la pénombre, une forêt. Des centaines de colonnes dressées, figées, comme une armée pétrifiée qui montrait la garde depuis des centaines de milliers d'années. Et en s'approchant, on remarque leur forme étrange. Ce ne sont pas des stalagmites ordinaires. On dirait des piles d'assiettes empilées par un géant, des troncs de palmiers, des pommes de pin dressées vers le plafond. Ces formes n'existent presque nulle part ailleurs. Et leur secret, c'est la hauteur. Quand une goutte d'eau tombe de 40 mètres, elle atteint sa vitesse maximale. À l'impact, elle ne se dépose pas, elle explose. Les éclaboussures projettent le calcaire en couronne autour du point de chute, et ces millions de micro-explosions, siècle après siècle, construisent des collerettes, des assiettes, des feuilles de palme. Autrement dit, ces concrétions sont la signature des plafonds géants. Elles ne peuvent naître que dans des salles démesurées. La plus célèbre, la pomme de pin, dépasse les 11 mètres, c'est l'emblème du site, et sa voisine penchée, surnommée la Tour de Pise, a été datée par la méthode uranium-thorium, environ 350 000 ans. Cette colonne est plus vieille que notre espèce. La visite continue de descendre, salle après salle, marche après marche. Dans la salle du chaos, le sol disparaît sous des blocs effondrés, tombés des voûtes il y a très longtemps. Plus loin gît une énigme, une stalagmite géante, brisée, couchée sur le flanc, le vaisseau fantôme. Le sol s'est probablement dérobé sous elle, aspiré par les vides inférieurs. À moins, disent certains, qu'un ancien tremblement de terre ne l'ait abattu. Personne n'en est tout à fait sûr. Et tout au fond, à 121 mètres sous la surface, les salles rouges, les argiles écarlates de l'ancienne rivière, le lit fossile du cours d'eau qui a tout commencé il y a 6 millions d'années. C'est ici, au point le plus profond, que la visite s'achève en spectacle de lumière. Puis un ascenseur vous remonte d'un seul trait vers le soleil, mais la grotte, elle, ne s'arrête pas là. Dès 1935, l'abbé Glory avait noté un détail troublant. Au fond d'une salle, des trous souffleurs, des fissures d'où sortait un courant d'air, et de l'air qui circule. Sous terre, ça signifie une seule chose. Il y a autre chose derrière, il faudra attendre 30 ans. Au milieu des années 60, 2 spéléologues du club de Vallon-Pont d'Arc, Guy Rieux et Jean-Charles Trébuchon, attaquent l'obstacle. 12 jours de travail acharné pour élargir un passage étroit. Et de l'autre côté, l'inimaginable. Des kilomètres de galeries vierges. Des salles aux concrétions orange dressées comme des sabres. Le réseau connu était multiplié par 5. Mais cette découverte déclenche une guerre. Les nouveaux réseaux s'étendent sous la commune voisine, Issirac. Querelles, procès, accès scellés. Pendant des décennies, même les scientifiques resteront bloqués à la porte jusqu'à la paix des communes, à la fin des années 90. Aujourd'hui encore, l'essentiel de ce monde-là reste interdit, réservé à quelques explorateurs, invisibles. Une dernière chose, à quelques centaines de mètres de la Veine, en plein air, des fouilles ont mis au jour un campement de chasseurs vieux de 350 000 ans. Orniac 3, l'un des plus anciens sites d'Europe où l'homme a taillé la pierre avec une méthode nouvelle, bien avant Néandertal. Leurs outils sont exposés ici même, à la cité de la préhistoire.
350 000 ans d'hommes sur le plateau. Et pendant tout ce temps, la caverne attendait, scellée, juste sous leurs pieds. En 2004, l'État a fait d'Orniac l'un des 4 premiers grands sites de France et la seule grotte du pays à porter ce label, reconduit encore en 2024. 150 000 visiteurs y descendent chaque année dans une grotte surveillée comme un organisme vivant. Capteurs, sondes, lumière qui ne s'allument qu'au passage. Le trou où l'on jetait les bêtes mortes est devenu un sanctuaire national. L'histoire ne s'arrête pas ici. Chaque semaine, cette chaîne fouille un peu plus loin. Restez avec nous, et si vous ne voulez rien manquer, la cloche est là pour ça.